L'Orbea Oise est l'un des best-sellers dans le segment du cross-country dans notre pays et à l'étranger depuis de nombreuses années. Mais justement aujourd'hui, regardez ce que nous présente Orbea, la nouvelle version 2027, qui arrive avec de nombreux atouts pour continuer à être un best-seller. Restez avec moi car je vais vous expliquer dans ce test tout ce que l'on voit, mais surtout tous les détails que l'on ne voit pas de ce nouveau vélo. Mais avant tout, appuyez sur le bouton s'abonner pour m'aider à faire grandir ce projet. Et maintenant, c'est parti à fond pour le test. Orbea. Markel, ce vélo que vous présentez n'est pas un 32 pouces. Je le dis pour clarifier ce point dès le début, puis nous continuerons avec toutes les informations détaillées sur le nouveau vélo en 29 pouces. Mais raconte-moi un peu quelle est et l'approche d'Orbea face à tout cet engouement qui s'est créé autour des 32 pouces. C'est ça, comme tu l'as bien dit, nous lançons la nouvelle Oise en 29 pouces. C'est la Oise la plus avancée, la plus capable que nous ayons développée à ce jour parce que vraiment développer un bon vélo, c'est comme faire un gâteau. Il faut des composants, mais il faut aussi beaucoup de temps. Orbea, il y a des années, non? Vous travaillez sur le développement de cette nouvelle version depuis longtemps? Plus de 3 ans se sont écoulés depuis que nous avons lancé le projet Oise 2027. Et en réalité, en tant que marque, nous avons besoin de temps pour comprendre si ce nouveau standard a du sens pour l'avenir. En réalité, cela demande énormément de ressources à consacrer à l'ingénierie, au développement, à de nombreux tests. Et en réalité, pour le moment, il n'est pas clair si c'est vraiment un avantage pour l'utilisateur ou un inconvénient. Donc, nous préférons prendre notre temps, faire tous les tests nécessaires. Et si vraiment à l'avenir nous voyons que cela peut avoir un potentiel, alors nous ne l'écarterons pas. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas pressés de lancer quelque chose de nouveau alors que nous avons déjà les vélos les plus avancés que nous ayons pu faire jusqu'à présent. Je pourrais vous dire que ce nouveau modèle, Orbea Oise 2027, est plus léger que le modèle précédent, et c'est effectivement le cas. Je pourrais aussi vous dire qu'il est plus rigide, et c'est également vrai. Mais ce qui ressort le plus, c'est justement que rien n'a changé, mais que l'essentiel a changé. Comment est-ce possible? Je vais vous expliquer. Elle a 120 mm de débattement à l'avant et à l'arrière comme le modèle précédent. D'autre part, nous avons un système d'amortissement monopivot à flexion sur aubaine, avec une seule biellette comme le modèle précédent. La géométrie n'a pratiquement pas été modifiée, l'angle de direction a été légèrement ouvert, le tube de selle a été un peu redressé, et on a 2 mm de moins sur les bases. Mais pour le reste, aussi bien le reach que le stack, l'empattement, la hauteur du tube de direction et bien d'autres mesures sont exactement les mêmes que sur le modèle précédent. La cinématique, c'est pareil, exactement la même que sur le modèle précédent. La cinématique régressive traditionnelle de la Oise depuis toujours, qui d'ailleurs est, à ma connaissance, le seul modèle de cross-country qu'il a. On en reparlera plus tard de ce que ça signifie et de ce que ça implique, d'accord? Donc vous allez dire, bon, alors qu'est-ce que les ingénieurs ont fait pendant ces 4 ans? Ils ont juste un peu changé la forme des tubes et c'est tout? Eh bien non, ils ont changé ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire le comportement du vélo, parce que ce vélo est maintenant beaucoup plus rapide. Dès que tu montes sur la nouvelle Oise, tu as l'impression d'avoir un avant vraiment, mais alors vraiment bas. Elle se sent compacte, réactive, et pour donner, je ne sais pas, une bonne référence au client historique de l'Oise, je vais vous dire que ça me rappelle beaucoup le modèle de 2019, le dernier modèle qui avait 100 mm de débattement. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a la sensation d'avoir le boîtier de pédalier très près du sol et l'avant est très facile. En pas. De charger l'avant. Orbea a analysé en profondeur la situation actuelle du cross-country, car le paysage a beaucoup évolué ces dernières années. Ils ont constaté que l'utilisateur du VTT à double suspension pour un usage récréatif s'est probablement tourné vers le gravel. Et que d'un autre côté, ceux qui veulent rester accros à la montagne, mais de façon plus ludique, sont probablement passés au vélo électrique. Alors, qu'y reste-t-il pour le cross-country à double suspension? Eh bien, le créneau de la compétition, la personne qui veut accrocher un dossard. Et emmener le vélo sur des courses comme le cross-country olympique pour concourir entre les rubans au plus haut niveau, ou sur des courses par étapes comme Mediterranean e-bikes, Costa Blanca Bike Race, etc. Non? Donc, en gardant cela à l'esprit, les ingénieurs d'Orbea ont pris la plateforme déjà très performante du modèle précédent,
l'ont redéfini et l'ont transformé en un véritable missile de compétition. La question intéressante ici, d'un point de vue ingénierie, c'est comment ils ont réussi, sans vraiment changer la géométrie, les débattements ni la cinématique, à faire en sorte que le vélo se comporte de manière aussi différente. On va le découvrir. Ils y sont parvenus en augmentant drastiquement la rigidité latérale de tout le vélo dans son ensemble, mais surtout des points critiques où la force générée par l'impact sur l'axe arrière finit par se transmettre au triangle avant. Donc pour commencer, on a toute cette zone ici où vous voyez cette sorte d'ailette. Ces ailettes génèrent énormément de rigidité structurelle dans une zone critique, car c'est là que se trouve l'ancrage de l'amortisseur, donc là où se concentrent les forces venant de l'arrière du vélo et de l'extension même de l'amortisseur. De plus, on a ce petit détail distinctif au niveau esthétique, qui cache partiellement l'amortisseur. Dans ce cas, il n'est pas aussi caché avec le RockShox et surtout avec le Fly Attendant, car on a ce boîtier central qui descend vers le bas. Mais si vous regardez les modèles équipés avec Fox, l'amortisseur est pratiquement entièrement caché. Même si, je vous le dis, c'est purement une question d'esthétique. Mais le sujet principal était de savoir comment générer plus de rigidité latérale entre les deux haubans. Lors du lancement de l'Epic 9 de Specialized, ils ont finalement ajouté un pont entre les deux haubans. C'est une méthode, mais qu'arrive-t-il ? Avec ça, on obtient que le vélo ait moins de passage de roues à l'arrière, ce qui peut ne pas être très pratique un jour de forte boue, et surtout, il y a une question d'esthétique qui, personnellement, ne me plaît pas vraiment. Et pour garder cette tradition d'aujourd'hui avec les haubans complètement dépourvus de pont, les ingénieurs sont venus avec une solution où le pont passe à l'intérieur du triangle avant, à cette partie-ci. Mais cela crée à son tour un autre problème, c'est que si tu installes un pont ici, il doit être démontable pour que l'on puisse ensuite retirer complètement tout le boîtier du triangle arrière sans heurter le tube de selle. Et c'est précisément ce qu'ils ont fait. Un pont qui relie les deux haubans par le bas, fixé avec 4 vis, et qui en plus connecte de manière très ingénieuse la biellette et l'ancrage de l'amortisseur. Donc tout est réuni en une seule pièce. Esthétiquement, le vélo est préservé. Et au niveau du poids, la combinaison de la nouvelle biellette, qui est une mini biellette comparée à l'ancienne, et de ce nouveau pont, ne pèse que 25 grammes de plus que la grande biellette précédente du modèle OIS antérieur. Cependant, la rigidité latérale supplémentaire sur tout le triangle arrière que procure ce pont est incroyable. Orbea affirme avoir amélioré de 36% la rigidité latérale globale de tout le vélo et de 22% spécifiquement celle du triangle arrière. Je ne peux pas vous dire si ces pourcentages sont exacts ou s'ils sont corrects, mais je peux vous assurer qu'on le ressent dès qu'on monte sur le vélo, car c'est l'une des caractéristiques qui fait que tu peux emmener le vélo où tu veux. Surtout le fait de faire passer le vélo par l'avant et que l'arrière suive exactement le même chemin que la roue avant. Tout cela fait que la maniabilité de la nouvelle OIS a changé radicalement, étant une plateforme qui te permet de perdre très peu de watts en montée. Cependant, en descente, elle peut être très précise. Si on la compare à l'Epic 9, je vous dirais qu'elle ne se ressemble en rien. Pour moi, l'Epic 9, c'est comme un vélo très joueur, comme un vélo d'enduro à petit débattement. Et pourtant, ce nouvel OIS me semble plus comme un scalpel de précision, plus proche de ce que pourrait être l'Epic World Cup ou même une Trek Super Caliber, avec la grande différence que ce vélo a 120 mm de débattement. Le mérite d'Orbea est d'avoir atteint cette précision grâce à ses ingénieurs, mais avec plus de débattement. C'est génial. Honnêtement, la rigidité accrue ne dépend pas uniquement des solutions trouvées près de l'ancrage de l'amortisseur. Une partie appartient aussi à ce nouveau lay-up, comme l'appellent les ingénieurs, à cette nouvelle façon de placer les fibres de carbone dans le moule intérieur du cadre. Et en plus, tout cela, combiné à de nouvelles techniques de construction, a permis d'alléger encore un peu plus un cadre qui était déjà léger. Ils ont retiré environ 47 à 48 grammes par rapport au modèle précédent pour tout le cadre. Allons-y avec les détails. Ce vélo en regorge, même si cela ne se voit pas tout de suite. Allons-y un par un.
Blocage sur le guidon pour éviter d'endommager le carbone du tube supérieur en cas de chute, de coup, peu importe. Ensuite, nous avons le Squid Lock. Pas sur ce modèle, car évidemment j'ai le flight attendant, mais tous ceux qui sont équipés de suspension traditionnelle, disons qu'il y aura la commande spécifique d'Orbea qui permet de gérer les différentes positions des amortisseurs, et bien sûr aussi la tige de selle télescopique. Ensuite ici, toutes les OIS viennent directement avec un orifice. Un orifice préparé pour accueillir un multi-outil directement adapté à cet emplacement ici. Sur les versions OMX, il sera livré de série, sur la OMR, il peut être ajouté. Bien sûr, nous avons un boîtier de pédalier fileté. Nous avons également un guide chaîne qui est intégré, disons, à ce qui serait l'axe du pivot principal, mais c'est très important, il ne fait pas partie de la structure du pivot principal. Si jamais vous voulez l'enlever, il peut être démonté et fonctionner parfaitement sans. Le pivot. Le principal est équipé de roulements mis à jour et aussi de 2 joints, un de chaque côté, qui sont nouveaux et qui ont pour fonction d'empêcher l'eau sous pression, la boue, la saleté, etc., de pénétrer. Capacité d'emporter 2 bidons d'au moins 650 ml aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, sur toutes les tailles, mais il est vrai qu'au fur et à mesure que les tailles augmentent, il y a aussi la possibilité d'emporter des bidons jusqu'à 1 litre. Et ensuite, nous avons aussi la question du post-mount arrière, où la fixation arrière du mount est directement fixée à l'axe arrière de la roue. Une solution que nous avons vue, par exemple, également sur la dernière Canyon Lux, et qui permet aux ingénieurs de libérer complètement le haut-banc gauche de la fixation du frein. Ainsi, le comportement est bien plus symétrique, notamment pour la flexion des hauts-bancs. En ce qui concerne la gamme et les prix, c'est la philosophie Orbea comme toujours. 2 qualités de cadre, OMR et OMX. La cinématique et la géométrie sont identiques. Seule la fibre de carbone, le lay-up, le poids du cadre et le prix diffèrent. Gardez-le en tête, cette différence a un coût. Nous avons 4 modèles équipés de l'OMR, à partir de 3 800 € pour le premier prix, jusqu'à 7 000 € pour un modèle qui se distingue déjà par l'inclusion du flight attendant, et ensuite nous avons 4 autres modèles avec l'OMX, à partir de 7 300 €, jusqu'à 11 000 € pour le modèle que vous me voyez tester dans ces essais. Parlons maintenant du poids réel du vélo complet et de chacun des composants. Poids officiel du cadre, 1700 grammes en taille M, déjà avec l'amortisseur monté. C'est le chiffre qu'Orbea publie, ces 1700 grammes placent cette OIS parmi les cadres les plus légers de la catégorie cross-country à double suspension. C'est une amélioration par rapport au modèle précédent de 48 grammes en moins sur le cadre. Ce n'est pas un chiffre spectaculaire, mais en tenant compte du fait que le vélo a augmenté de 36% sa rigidité globale, c'est un vrai saut technique. Le poids est-il vraiment important? Ici, vous allez voir les poids des vélos complets sur différents modèles, avec le poids réel qu'ils ont lorsqu'ils sont vendus en magasin. Déjà équipés du liquide tubeless et de tous les accessoires, sauf les pédales qui ne sont évidemment pas incluses avec le vélo. Avec ces poids, Orbea place le nouveau OIS parmi les vélos les plus légers du segment tout suspendu de cross-country et, le plus important, ce n'est pas seulement le modèle haut de gamme qui est léger, mais le reste des modèles de la gamme restent compétitifs dans leur catégorie de prix. J'ai eu le privilège de découvrir de près les installations de Mayavia et le fonctionnement interne de la coopérative, notamment les contrôles de qualité sur les cadres et de tout voir par moi-même. Le programme de personnalisation MyOrbea Custom, avec lequel tu peux choisir le type de cadre, OMR ou MX. Les couleurs du cadre lui-même, les composants par marque et même les dimensions de chacun des composants. Un niveau de détail et de personnalisation incomparable par rapport à la concurrence et, surtout, un processus réalisé entièrement dans les installations du Pays Basque. Avec ce système, Orbea parvient à ajouter une valeur incroyable aux produits et aux services. Non seulement pour le client final, qui reçoit le vélo de ses rêves exactement comme il l'imaginait, mais aussi pour le tissu productif local, en créant de l'emploi national et en assurant que les retombées économiques profitent directement à notre économie, contrairement aux marques asiatiques. Bon, il y a une chose que je dois absolument te demander parce que avec le modèle précédent d'aujourd'hui, il y a eu au début un peu de polémique autour d'une partie liée au câblage interne de la douille de direction et tout ça. Quelle est votre approche face à cette polémique qui s'est créée avec ce nouveau modèle? Et au moment où ce problème a été identifié avec la génération précédente d'OED,
nous avons lancé ce projet pour résoudre les problèmes existants et nous avons sorti une nouvelle évolution. Cette évolution est apparue près de 2 ans plus tard avec le nouveau cockpit et la refonte de la bague de compression de direction, etc. Et en réalité, grâce à cette évolution, à ce développement, nous sommes arrivés à une solution de direction de câblage qui est vraiment très robuste. Et ce que nous appliquons pour la nouvelle OISS et l'OED, c'est cette évolution que nous avons développée en 2025. Problème résolu. Correct. Parmi les choses que j'ai appréciées, je commencerai par souligner le sujet de la cinématique régressive. Cela ne la rend ni meilleure ni pire qu'un autre vélo, cela la rend simplement différente. Et dans un monde où il est si difficile de se différencier parce que le produit est déjà très mature, le fait d'être le seul vélo de cross-country à avoir une cinématique régressive, du moins à ma connaissance, lui donne certaines nuances dans la conduite qui le rendent différent. Cela m'incite à lui attribuer un point positif. La maniabilité est aussi un point positif pour moi, car les chefs de produits d'Orbea ont bien compris l'évolution du cross-country et le profil du futur client, qui sera exclusivement axé sur la compétition. Donc ils lui ont donné une maniabilité très spécifique pour cet objectif. D'un autre côté, il y a des solutions d'ingénierie très intelligentes, comme par exemple ce pont avant. Ou qu'avions-nous d'autre? L'intégration des outils. Ou la propre ligne A, dont nous ne parlons plus depuis un moment, car elle est déjà bien présente dans les modèles précédents de OED, mais bon, en gros. C'est ce brevet qui permet que le câble, lorsqu'il est là, parce qu'ici j'ai un modèle sans fil et évidemment il n'y a pas de câble, mais quand il y a un système mécanique, le câble reste complètement caché et on ne peut pas le voir de l'extérieur. Une touche esthétique que par exemple des vélos comme l'Epic 9 n'ont pas. Et sûrement beaucoup d'entre vous diront qu'elle ressemble beaucoup à l'Epic 9, et bien voilà une différence. Par exemple, le tube de selle est totalement droit, ce qui permet d'installer des tiges de selle très longues, actuellement à la mode, contrairement à certains modèles courbés limités à ce niveau. D'un autre côté, il y a la personnalisation. Bien sûr, pouvoir créer le vélo de tes rêves, non seulement avec tes propres couleurs, mais aussi en faisant en sorte qu'il soit unique au monde. Mais aussi que tous les composants soient aux bonnes dimensions pour toi. Aujourd'hui, je pense qu'Orbea n'est pas en avance, mais que le reste de l'industrie est très en retard. Parce que c'est quelque chose qui devrait être obligatoire comme ça dans toutes les marques, que tu puisses te choisir la longueur des manivelles, la potence, etc. etc. Parce que combien de fois ça t'est arrivé de dépenser 8 000 € dans un vélo et de devoir ajouter une dépense supplémentaire pour changer les manivelles? Ce n'est pas la longueur recommandée par le biomécanicien, donc tu dois changer la potence ou autre chose, non? C'est très positif. Et enfin, pour finir avec les points positifs, j'ajouterai le fait que, d'une certaine manière, quand tu investis dans une marque comme Orbea, qui met autant d'efforts, dans la création d'emplois, dans le fait que la valeur ajoutée de leurs produits soit ici, dans notre pays, avec cette usine à Mayavia, avec cette peinture qu'ils font eux-mêmes à la main, en employant des personnes de notre pays, etc., etc. Donc chaque euro investi dans Orbea sera réinvesti dans ton pays, ta société et d'une certaine façon t'apportera aussi des bénéfices. Tôt ou tard, cela reviendra comme une économie circulaire. Si cet argent, disons, qui est investi dans des vélos d'autres pays, surtout de l'Orient, il se peut qu'au début tu sois gagnant, parce que peut-être le vélo est moins cher. Mais ce qui n'est pas si évident, c'est que cet investissement, d'une manière ou d'une autre, finisse par te revenir. Que ce soit par l'emploi, par l'impact économique, ou parce qu'un membre de ta famille proche ou quelqu'un de plus éloigné, même dans ton propre pays, est-ce que quelqu'un en bénéficie vraiment? Chacun doit juger, mais personnellement, j'y vois du positif actuellement. Des choses qui m'ont plu. C'est difficile de trouver quelque chose, vraiment. C'était très difficile. Mais peut-être qu'on peut trouver un bémol dans le fait qu'avec ces nouvelles caractéristiques, ce nouvel ADN, il est vraiment, mais alors vraiment, très axé sur la compétition. Une grande partie du public que Lowe's a toujours eu, qui était plus du dimanche, plus du genre à sortir profiter du vélo sans penser à mettre un dossard, je ne pense pas qu'il la considère maintenant comme un vélo vraiment adapté à 100%. Bien sûr, n'importe qui peut la piloter, mais seuls ceux qui pensent vraiment à la compétition en tireront le maximum. Parce que c'est un vélo qui, plus tu vas vite, plus il t'en demande, mais évidemment, à partir d'un certain point, le biker doit être au niveau de la monture. Contrairement au modèle précédent, qui te pardonnait pratiquement tout, mais ne te permettait pas de l'exploiter au-delà d'un certain niveau très élevé.
Donc voilà, c'est un petit bémol. Et si je dois lui trouver un défaut, je vous dirais que moi, qui suis un grand fan des Selle Italia SLR, que j'ai utilisé sur la Titan Desert, que j'ai utilisé pendant de nombreuses années, eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce modèle, mais soit j'ai grossi du derrière, soit ils l'ont fait vraiment très étroit. Et je ne sais pas, je n'ai pas vraiment aimé, je ne me suis pas senti à l'aise avec, pour être honnête. Donc je vous laisse ça là. Merci. Pour qui est destiné ce vélo, je pense que c'est clair, c'est très évident, pour tous ceux qui savent qu'ils vont y mettre un dossard. C'est un vélo auquel il faut en demander beaucoup, parce qu'il va aussi t'en demander beaucoup. Donc tant que tu as ça en tête, tu sais que l'Oise est potentiellement ton vélo. Maintenant, c'est à vous de laisser dans la section des commentaires la note que vous lui donnez de 1 à 10. On se retrouve ici. Mettez un like, ça m'aide à développer le projet. Soyez heureux. Ciao.